À la une ce soir, 1 euro pour vaincre le cancer, c'est le slogan d'une caravane lancée sur les routes de Martinique ce samedi par les bénévoles de la Ligue contre le cancer. Nous les avons suivis, reportage dans un instant. Clients et commerçants s'acclimatent au marché provisoire de Fort-de-France, mis en place après l'évacuation de la halle pour des raisons de sécurité hier. Selon la municipalité, quelques réglages seront nécessaires pour garantir un meilleur fonctionnement. Ils sont médecins, infirmiers ou aides-soignants à leurs heures perdues. Ils sont également chanteurs, comédiens ou stylistes. Vous découvrirez les talents cachés du personnel de la clinique Saint-Paul, présenté ce matin lors d'une journée des talents. Et puis, Édouard Le Gaillard reste en jaune à l'issue de cette nouvelle journée du Tour cycliste cadet de Martinique. Au menu, il y avait 2 tronçons résumés dans votre page sport. Enfin, notre invité ce soir, Jean-Marie Gabriel, le tout nouveau secrétaire général du syndicat CGT Martinique. Nous parlerons avec lui des nouvelles orientations prises par ce syndicat hier lors de l'Assemblée générale. Mais d'abord, cette manifestation devant la préfecture de Fort-de-France, c'était cet après-midi une quarantaine de personnes réunies pour dénoncer la gestion de la crise sargasse par l'État. Des images que vous voyez, donc des images signées par nos confrères RCI, vous le voyez, sa face tendue entre manifestants et forces de l'ordre. Des algues sargasses ont été jetées dans la cour de la préfecture. Une manifestation qui survient à quelques jours de la visite de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, et du ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, attendue lundi en Martinique. Les sargasses, il en sera question dans votre journal des communes du samedi dans quelques instants. La solidarité des Martiniquais, une nouvelle fois mise à l'épreuve ce matin. La Ligue contre le cancer a lancé une caravane afin de récolter des dons. Ils serviront à accompagner les malades. Le reportage de Loïc Régis. Une petite pièce. Merci. Bonne journée, bon week-end. Pas de temps à perdre, il faut récolter le maximum de fonds en 8 heures. Pour accompagner les membres de la Ligue contre le cancer, les passionnés de voitures anciennes sont au rendez-vous. Une démarche naturelle, tant la cause est grande. Tout de suite, on a été d'accord puisque on ne sait jamais, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai dans ma famille qui sont décédés à cause de ça, de cette maladie. Alors nous, tout de suite, on a été prêts à rendre service et quelle que soit l'association qui veut qu'on leur rende un service, on est là pour ça, l'association est là pour ça. Au Robert, ce sont d'autres associations qui se mobilisent devant un centre commercial. Les clubs Harley-Davidson et celui de la prévention routière Armacyre, un endroit stratégique pour sa forte affluence. Ils ne viennent pas forcément vers nous spontanément, mais on va tout faire pour arriver à les mobiliser et à ce qu'on prenne tous conscience qu'en avançant ensemble, on pourra réussir à vaincre le cancer. L'avantage des Harley, c'est que ça fait du bruit, donc on vous voit rapidement. Faire du bruit, c'est un petit peu notre principe. Je pense que les gens ont compris qu'il ne faut pas anticiper puisque tout le monde est touché par ce fléau. Donc ils font le geste de donner pour voir si on peut demain matin sauver encore des vies. Une action qui semble toucher le grand public. La maladie laisse peu de Martiniquais insensibles. J'ai eu des membres en fait dans ma famille qui ont eu le cancer et qui sont partis, donc du coup c'était assez simple en fait de se sentir concerné par cette lutte en fait, tout simplement. Je sais que ce n'est pas facile pour les familles qui ont une malade chez eux. Les sommes récoltées serviront à financer la recherche, mais surtout à faciliter le quotidien des malades. L'objectif particulier de cette collecte, 1 euro pour vaincre le cancer, a une mission bien particulière, c'est l'aide aux patients et à leurs proches, de pouvoir couvrir tous leurs besoins, qu'ils soient d'ordre financier, mais également de tout ce qui peut être soins de support. Et puis une action aussi qui est très très importante, tout simplement la prévention, parce que si nous nous positionnions correctement en termes de prévention, on pourrait éviter le développement des maladies. En Martinique, 1600 nouveaux cas de cancer sont déclarés chaque année. Les plus répandus sont le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du sein pour les femmes. Nous vous en parlions hier, le marché de Fort-de-France sera fermé pour au moins 6 mois en raison de problèmes de sécurité. Les marchands ont été réinstallés sur le Malécon et sur la place Fabien-Véronique. Comment les commerçants se sont adaptés? Quelle est la réaction des clients face à cette nouvelle adresse? Vous voyez les réponses avec ce reportage signé Johan Boulard. Se rendre au marché, une tradition pour Marilyn. Le passage obligé du samedi matin. Mais cette fois, c'est pas l'emmène à l'arrière de la cour Périnon et non à la rue Isambert. Bonjour. Bonjour ma petite dame. On est à peine 10 mètres de l'ancien marché à cette place-là.
Et puis je trouve que c'est une bonne chose, ça permettra de reconstruire. Et puis c'est la sécurité de toute façon. Quand tu ajoutes la patate douce dans la soupe à mito, ça va donner un petit goût sucré salé. L'essentiel est de s'y retrouver. Alors ici, on cherche ces marques. Du fait que j'ai retrouvé la marchande, moi c'est une très bonne chose. Hein. Je retrouve les légumes et puis je retrouve la qualité. Je cherche toujours mes vendeurs et vendeuses. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, je les ai presque tous retrouvés. C'est plus peu pour moi parce que je sors le carrefour de Lille. Alors je sors faire les courses et là j'ai le marché. Là j'ai pris du citron là, des petites choses que j'avais besoin à la maison. Ouais. Eh bien c'est bien. Les marchandes, elles aussi, semblent y trouver leur compte. Surtout avec mes fleurs, c'est aéré, c'est en vue d'œil. Les gens trouvent que c'est bien coloré, c'est bien réparti. Le souci pour moi, c'est que c'est fatigant en fait, parce qu'il faut tout ramasser tous les jours. Et c'est bien là que le bas blesse. De l'autre côté, les commerçantes bénéficiaient de mal pour stocker leurs marchandises. Ici, pour Sissi par exemple, il faudra faire 100. Imagine-toi de ramener à peu près 50 bouteilles tous les matins. Et j'ai déjà des douleurs de lombaire, alors ça, ce sera encore plus terrible. Monter et descendre avec les bouteilles, ça m'a donné des problèmes de tête. J'ai pas pris des machins lourds, j'ai pris des machins légers à transporter, mais ça te fatigue à la longueur. Autre bémol, on passe de marché couvert à marché ouvert. Non, nous passons couvert sur les lacs. Comme c'est il faut nous, c'est la petite paysannerie. Donc, nous avons essayé de protéger tout ça qui est en l'étape là. Nous avons promis des chapiteaux, je pense qu'il faut faire le nécessaire pour nous. Puisqu'on paie 130 € pour la place. Alors il faut faire le nécessaire. Couvrir l'espace d'ici 10 jours et augmenter la surface, les engagements de la ville. Même si on souhaitait, on ne peut pas faire beaucoup d'aménagements ici parce qu'on ne peut pas percer le sol par rapport au réseau souterrain. Alors les jours prochains, à partir de la semaine prochaine, cet espace sera nettoyé, les herbes seront coupées, on va aménager le sol de manière à accueillir des chapiteaux pour permettre aux marchands de travailler dans de meilleures conditions. Les travaux du grand marché devraient durer 6 mois selon la mairie. Les marchands de souvenirs, eux, sont installés du côté du marché touristique. Place à notre invité maintenant, Gabriel Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le tout nouveau secrétaire général du syndicat CGT Martinique. Vous avez été élu hier à Rivière-Salée. D'abord, une question d'actualité, une réaction par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi. Ce rassemblement de personnes devant la préfecture pour dénoncer la crise sargasse et la gestion faite par l'État. Est-ce qu'ils ont raison ? Je ne veux pas parler en termes de raison, mais je vais d'abord faire un constat. Cela fait des années que cette situation dure. Généralement, je dis que s'il y avait une base militaire en Martinique, pas de sargasses, pas d'algues, rien n'y entrerait. C'est une situation qui est scandaleuse parce que l'État aurait pu ou dû régler ce problème depuis longtemps. Et je peux comprendre l'agacement des personnes qui en sont victimes et qui mettent en péril leur santé. Donc je n'accuse pas, je ne dis pas vous avez raison, mais je comprends l'agacement. Alors votre syndicat a fait partie notamment de ce collectif qui a donc participé pour dénoncer la lutte contre les sargasses. Quelles sont les solutions qu'on peut avancer ? Alors attendez, notre syndicat dénonce un certain nombre de choses, mais je veux être précis par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous n'avions pas pris l'initiative d'appeler à son rassemblement. Non pas que nous dénonçons, mais il faut que les choses soient claires. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses que nous dénonçons ici. Alors, il y a bien sûr le problème des sargasses, il y a la chlordécone, il y a beaucoup d'autres problèmes. Alors, on va revenir sur votre élection. Hier, vous succédez à Ghislaine Joachim Arnaud, qui a été élue il y a maintenant 28 ans exactement. C'est difficile de succéder à ce monument du syndicalisme martiniquais ? Difficile, écoutez, on ne remplace pas comme ça une personne comme Ghislaine qui a des années, plus de 40 ans de militantisme, qui a consacré plus de 30 ans de sa vie à la direction de la CGTM, organisé des luttes, orienté des milliers de travailleurs. Écoutez, on ne remplace pas comme ça. Néanmoins, cela fait un certain nombre d'années que je suis à ses côtés et que donc je pense que la transition ne devrait pas se faire avec trop de difficultés, puisque je ne suis pas seul dans cette tâche. Il y a un bureau, il y a des milliers d'adhérents et militants au sein de la CGTM. Alors, quel regard vous portez justement sur l'état de ce syndicat aujourd'hui ? Écoutez, on est dans une situation qui n'est pas simple, il faut le reconnaître.
Néanmoins, nous avons des militants, nous avons des responsables qui ont la volonté d'agir et nous ne baissons pas les bras parce que dans la situation actuelle, quand on considère la politique ces dernières années menée par les différents gouvernements, nous prenons la lutte, nous prenons l'organisation et par exemple, dans les jours à venir, concernant la question de la situation dans le secteur hospitalier, nous appelons toute la population et pas seulement les agents du secteur hospitalier à se battre, à s'organiser pour vraiment obtenir du gouvernement des moyens pour faire fonctionner ce secteur. On va y revenir sur la situation du CHUM, mais d'abord une autre question. Quel est le véritable adversaire, rival d'un syndicat? Est-ce que c'est le gouvernement, le pouvoir politique ou est-ce que c'est d'autres syndicats? Non, ça ne peut pas être d'autres syndicats. Alors nous avons une formule, nous disons souvent, nous marchons séparément mais nous frappons ensemble. Par exemple, la semaine prochaine, vous retrouverez dans la rue un certain nombre d'organisations syndicales qui, bon, n'ont peut-être pas les mêmes programmes exactement, mais qui se retrouvent au moins sur des questions essentielles. Notre adversaire, bon, c'est à la limite, oui, le gouvernement, mais c'est même pas seulement le gouvernement, parce que, pour reprendre l'expression d'un fameux philosophe allemand, Marx, le gouvernement n'est que le conseil d'administration des capitalistes. Ce sont eux qui donnent des directives, qui encaissent, qui imposent leur politique. Donc c'est là qu'il faut chercher les véritables adversaires. Quelle est la situation, selon vous, du dialogue social en Martinique au niveau des entreprises? Écoutez, j'ai pour habitude de dire que cette expression, hein, je vois sourire quelqu'un, mais le dialogue social n'est qu'une supercherie. Parce que vous avez un certain nombre de personnes qui vous disent qu'il faut s'asseoir, il faut discuter, vous passez des semaines, des heures, des mois à discuter, et vous constatez à la fin que vous êtes payé en monnaie de singe. Je veux dire par là qu'on vous sert des paroles tandis que d'autres profitent allègrement. Quand on voit la politique menée par le gouvernement, les textes qui sont votés, il faut bien conclure que certains y gagnent et que d'autres ne voient que des clopinettes. On peut poser la question aux retraités, on peut poser la question aux jeunes, aux chômeurs, on peut poser la question aux étudiants, avec un certain nombre de problèmes qu'ils doivent affronter. Alors visiblement, il y a des actions qui sont menées au niveau local et même au niveau national, mais il n'y a pas vraiment de réel engouement derrière les causes défendues par les syndicats. Où est le problème aujourd'hui? Non, il ne faut pas dire ça. Vous savez, personne n'a vu venir 2009. Personne n'a vu venir 2009. Nous étions un certain nombre d'organisations syndicales, de responsables syndicaux, à dire qu'il fallait s'organiser, qu'il fallait faire, et puis ça a duré 38 jours. Et puis, bon, le gouvernement a paru au plus pressé. Rappelez-vous, au mois de septembre dernier, la question des contrats aidés. Personne n'a vu venir. Et je veux dire qu'il y a eu des organisations syndicales qui, depuis des années, dénoncent cette situation réservée à un certain nombre de personnes privées d'emploi. Et puis, au mois de septembre, on a vu ce que ça a donné. C'est parti de l'éducation nationale et ça s'est étendu. Même les maires s'y sont mis. Alors, parmi ce qui exaspère les Martiniquais, il y a la question des sargasses, on l'a vu, il y a le chlordécone, il y a également la situation du CHUM, avec ce collectif CHUM Nouveau Mouvement qui organise, vous l'avez dit, à partir de la semaine prochaine, plusieurs manifestations. Quel sera le rôle de la CGT Martinique dans le cadre de cette manifestation? Alors, il convient de dire que la CGTM dénonce depuis longtemps, pas seulement la CGTM, mais la CGTM dénonce depuis longtemps la situation qui est réservée au CHUM. Qu'il s'agisse des instances, au sein des instances du conseil d'administration, de l'ARS, ça a toujours été dénoncé. Le gouvernement a fait le choix de privilégier d'autres secteurs plutôt que le secteur public. Je prends un cas très simple. Vous savez, au mois de janvier dernier, M. Macron, président français, a présenté ses vœux aux armées. Et il a dit très clairement, je le cite, « J'assume devant la nation un choix de donner plus de moyens aux armées et de ne pas donner ces moyens aux collectivités et aux administrations publiques. » Il avait avant notamment annoncé qu'il allait stopper l'évolution de ce budget, ce qui lui a d'ailleurs valu une controverse dans l'armée. Disons qu'il a été rappelé à l'ordre, on va dire les choses plus simplement. Il a été rappelé à l'ordre par un général et il s'est exécuté ensuite parce que certainement le complexe militaro-industriel a dû lui rappeler pourquoi et comment il était arrivé là. Alors ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous dénoncez le fait que le président français mette plus d'argent dans l'armée plutôt que dans la sécurité des Martiniquais. Je ne le dis pas, il a dit lors de ses vœux, je fais le choix de donner plus de moyens aux armées plutôt que d'autres dépenses publiques. Il l'a dit, c'est écrit dans son discours.
C'est volontaire de sa part. Merci en tout cas Jean-Marie Gabriel d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau secrétaire général du syndicat CGTM, donc élu hier à Rivière-Salée. Et que j'attends tous les travailleurs, les retraités, les chômeurs, lundi, mardi et mercredi, dans le cadre des mobilisations. Et on va y revenir notamment dans notre journal de demain. On poursuit cette édition avec ces images tournées à Gaudissart, une manifestation valorisant le travail des élèves de la section SECPA du collège Jacqueline Julius à Fort-de-France. Ils disposent notamment d'un atelier de gravure. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Johan Boulard. Avec l'atelier, on a fait plusieurs sorties dans des jardins différents. Il y en avait plusieurs où on voyait comment ils plantaient les fruits, les légumes, les fleurs aussi. Et ici, le meilleur, c'était on apprenait à cultiver les légumes de chez nous et pas les légumes d'autres pays. J'ai trouvé que labourer, c'était difficile, mais c'était bien avec des professeurs qui nous aident. On aide un peu la nature, on cultive des fruits. En dehors des compétences strictement pédagogiques, il y a des compétences sociales qui sont mises en place. Donc vraiment le vivre ensemble et le savoir-être sont fondamentaux pour pouvoir aboutir à un tel projet. Alors je voudrais ajouter quand même, au début les élèves étaient quand même relativement réticents. Et maintenant c'est eux qui nous réclament, d'accord, de faire du jardinage et ils y vont avec le cœur, nous chantons, nous dansons dans le jardin et les élèves sont épanouis. Voilà, un atelier de gravure et également de jardinage, comme vous avez pu le voir à l'instant. D'autres talents mis en lumière, ceux des salariés de la clinique Saint-Paul à l'occasion de la journée des talents organisée. Spectacle, chant, théâtre, petit aperçu avec ces images recueillies par Loïc Régis. Dog them no nervous. Boy, let me tell you about man cool like a Eskimo. No boy can go round we. Hey, I know so the things hit me G. One phone call it take to make some boy wipe up hurt and drop down flat. From you not stop my food dog, me no matter about you and me no care about that. Il y a une cinquantaine de pièces, donc mélange hommes, femmes, enfants. Donc je travaille beaucoup les tissus africains, donc très colorés, parce que c'est nos origines, c'est mes racines. Et puis là, j'ai innové cette année, j'ai fait un peu plus d'hommes. On a voulu mettre en valeur le savoir-faire du personnel. On a tous un petit peu des talents cachés et ça nous permet de nous retrouver autour de cette journée, de proposer des choses, de montrer ce qu'on sait faire, autre que notre profession qu'on fait très bien aussi. Mais on avait envie de mettre en valeur justement chaque individu dans sa spécificité en dehors de notre profession à la clinique. Voilà, restez avec nous à suivre dans votre journal Focus sur la problématique des sargasses, je vous le disais il y a quelques instants, et notamment le ras-le-bol des habitants du Robert, l'une des communes les plus touchées. Et puis peut-être une solution justement contre ces sargasses, un filet anti-sargasses installé depuis une semaine. Nous avons voulu savoir s'il est efficace. Mais d'abord, la culture et le festival Belay qui se poursuit encore jusqu'à dimanche. Retour sur la prestation de près de 500 élèves. Ils ont présenté leur savoir-faire autour du Belay. C'était hier à l'IMS. Regardez ces images, elles sont signées Michel François. Voilà couture,
on va qu'à manger farine. Voilà Pouchi, on va qu'à manger farine. C'est soldat dans bois, capissé dans mon yo. J'aime bien le belay, ça bouge, c'est la danse, c'est notre culture, c'est la danse un peu qui nous démarque des autres. Danser au canigoué, à danser au canigoué, en arrière canigoué, en arrière canigoué, en arrière au canigoué. C'est parce que c'est une tradition qu'il faut le garder. Nous, on est de métropole, on est arrivé en Martinique, c'est pour vivre des moments comme ça. Nous, on a la chance, on a 2 filles. Il y en a une cette année qui représentera Eusanne Palsy. La deuxième, plus petite, commence déjà à faire ce genre de danse. C'est justement pour leur donner une certaine culture autre et toujours dans le cadre de la culture générale. Depuis 2013, il y a une notion de parcours d'éducation artistique et culturelle. Les élèves, de la maternelle jusqu'à l'université, doivent mener des expériences en classe, à l'extérieur de la classe, au contact des œuvres et au contact des artistes. Et nous devons tenir compte, c'est-à-dire de l'environnement à la fois immédiat et d'une portée universelle. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes avec Hubert Bornil, un JT des communes consacré ce soir au phénomène des sargasses. Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce numéro, nous laisserons une large part aux sargasses, ce phénomène qui empoisonne la vie de bon nombre de Martiniquais, notamment situés sur les communes côtières. Nous évoquerons le cas du Robert avec tout ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant pour tenter de repousser ces algues. Nous parlerons aussi de la visite prochaine du ministre de l'écologie. Il sera en Martinique mardi pour voir de près comment cela se passe sur le terrain. Voilà pour l'essentiel. Les sargasses, c'est le numéro de ce soir. On vous souhaite une très belle soirée avec nous. Le phénomène a redoublé en intensité ces dernières semaines. On a pu le constater sur le terrain. Dans beaucoup de communes côtières, les riverains souffrent terriblement. Les sargasses empoisonnent au sens propre comme au sens figuré la vie de ces populations. Certains disent s'être accommodés aux odeurs nauséabondes. Pour d'autres, c'est un cauchemar sans fin. Voyons le reportage de Sandrine Claude. La baie du Robert, entre terre et mer, une place pleine de charme. Mais aujourd'hui, comme depuis plusieurs semaines, aires de jeu, bancs, les lieux sont quasiment déserts. Les sargasses y sont pour beaucoup, seuls les plus téméraires osent encore s'exposer. Étant donné que j'aime beaucoup la nature, donc je me dis que c'est pas le fait de respirer ces odeurs nauséabondes qui va me faire rebousser chemin. On oublie, voilà, le mal. Si le phénomène est à présent bien connu des Martiniquais, beaucoup se questionnent quant à l'impact réel sur leur santé. Je me pose la question, est-ce qu'à long terme, qu'est-ce que ça va laisser pour ce monde martiniquais? Bernadette, elle, habite dans une zone directement concernée par les odeurs nauséabondes. Son quotidien est à la limite du supportable. Le moins levé le matin, toute chambre moins qu'a senti ça au gaz là en chaille. Pas même pas l'élément où il en la cuisine.
tout cas la senti sargasse. Donc moi pas bien dormi, moi t'ai tousser en l'eau. Et puis c'est là yo dit moi c'est sargasse, l'eau des sargasses là qui a fait moi ça. Marchande de fruits et légumes, Lucette privilégie ce spot où les passages sont nombreux, mais au fil des jours, elle constate une perte certaine sur son chiffre d'affaires. Elle s'est faite une raison. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. Il n'y a pas beaucoup de clients comme auparavant. Ce que j'ai vendu, ça fait rien. Malgré un phénomène persistant et loin d'être maîtrisé, beaucoup espèrent presque un miracle, notamment avec la venue la semaine prochaine du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot. Faute de dispositifs ayant fait concrètement leurs preuves sur le terrain, en ce moment, les municipalités redoublent d'imagination. C'est le cas notamment au Robert, où on a installé il y a quelques semaines un filet anti-sargasse qui protège principalement le quartier Pont-Aléry, l'un des lieux les plus impactés par le phénomène. Voyons les détails avec Sandrine Claude. Un barrage flottant qui s'étend de la baie du Robert jusqu'au quartier Pont-Aléry. En tout, 1000 mètres de grilles renforcées par des flotteurs. Le dispositif anti-sargasse est une initiative de la ville elle-même. Il répond directement à une problématique rencontrée par les équipes de ramassage. L'objectif, c'est de les dévier dans un lieu où on peut les ramasser, où il est beaucoup plus facile à les ramasser, contrairement au site de Pont-Aléry où les engins ont du mal à pouvoir récupérer les sargasses. Avec l'invasion massive d'algues en début de semaine, la ville a pu mesurer l'efficacité du système. Et malgré quelques améliorations à apporter, force est de constater qu'il porte ses fruits. Ça fonctionne. Bon, on le garde toujours quand même en observation. Donc, parce que bon, c'est quand même la première fois que nous faisons ce type d'opération et c'est quand même sur 1000 mètres. Donc, c'est pas une petite affaire. Il y a encore quelques semaines, la tâche des équipes techniques à Pont-Aléry s'avérait compliquée. Avec une déviation directe vers la baie, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus facile de le collecter entre guillemets manuellement. Et donc, travaillant en symbiose avec les équipes techniques, eh bien, on a la possibilité justement de pouvoir ramener la sargasse qui est dans l'eau sur les berges et ainsi être collectée, mise en benne et évacuée. Les riverains, eux aussi, sont convaincus par cette nouvelle solution face à un phénomène dont ils n'en peuvent plus. Je trouve que c'est une bonne chose parce que les riverains de l'autre côté souffrent énormément et là, je pense que ça rapporte au moins à quelque chose. C'est vraiment un soulagement parce que moi qui suis habitant de Pont-Aléry et aussi commerçant de Pont-Aléry, j'ai tout perdu dans mon commerce et cela fait 2 ans que je ne travaille pas. Et quand il s'agit de trouver d'autres solutions, la ville ne manque pas d'imagination, comme avec ce tractopelle spécialement customisé. Ça, on met tout d'eau dans la benne. J'ai imaginé mettre une grille de 3 mètres de largeur et pour pouvoir enlever les sargasses et laisser l'eau à la mer. J'ai vu que ça va un peu plus vite. Plus de 150 tonnes de sargasses sont collectées chaque jour dans la baie du Robert. La ville prévoit déjà l'installation de dispositifs du même genre, notamment au quartier Pointe-la-Rose et Pointe-Savane. Pour aller plus loin sur le thème, nous accueillons à notre micro Pascal Safache qui est géographe aménageur. Alors, que dire de ce phénomène? On a tant dit. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un phénomène qui se veut durable, monsieur Safache. Les sargasses, oui, malheureusement, c'est un phénomène qui non seulement se veut durable, mais disons les choses franchement, qui va durer. Parce que tous les indicateurs semblent indiquer que ce qui a été ponctuel par le passé, dure déjà depuis quasiment maintenant 7 mois. Et rien n'indique que ça va s'arrêter, par exemple, au mois d'août ou au mois de septembre. Donc, on s'inscrit véritablement dans la durée. C'est cela. Jusqu'à présent, on a entendu beaucoup de choses à propos de ce phénomène d'algues, de sa provenance déjà. On a parlé de la mer des Sargasses. On a parlé récemment du Brésil. Qu'en est-il précisément? En fait, les algues sargasses se localisent naturellement dans la mer des Sargasses. La mer des Sargasses est une partie de l'océan Atlantique et elle se localise dans cette zone. Pourquoi? Parce que, elles y trouvent des conditions favorables et deuxièmement, parce qu'il y a des courants circulaires qui les maintiennent dans cette zone. Donc pendant longtemps, on a pensé qu'à la faveur de modifications courantologiques, ces algues migraient un petit peu vers nos régions. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. En fait, ce qui semble se passer, je suis prudent quand même parce que il y a encore pas mal de tests à faire et d'analyses à confirmer, mais ce qui semble se passer, c'est qu'au large donc, de l'Afrique équatoriale et particulièrement au large du fleuve Congo, de l'embouchure du fleuve Congo,
tout comme au large donc, de l'embouchure de l'Amazone, on a d'énormes bancs de sargasses qui transitent. Et quand je dis d'énormes bancs, ce sont des bancs qui font plusieurs centaines de kilomètres. Quand vous savez que la Martinique fait 70 km de long. Et donc, en fait, ces algues croissent aussi facilement dans ces zones. Pourquoi? Parce que les eaux qui sont véhiculées, qui sont charriées, les eaux de l'Amazone, les eaux du fleuve Congo, charrient des volumes énormes de sels minéraux, alors de la potasse, des nitrates, etc. Et ces éléments viennent de quoi? Ils viennent essentiellement de tous les produits phytosanitaires, de tous les produits anthropiques que l'homme va épandre sur le sol, et produits qui proviennent soit de l'agriculture dans le cas de l'Amazone, soit des zones urbaines dans le cas de l'Afrique. Alors, au niveau de l'Amazone, pourquoi? Tout simplement parce que le Brésil se fait fort de devenir le premier, un pays émergent, et puis surtout le premier producteur d'éthanol. Et donc la forêt amazonienne est déboisée pour planter de la canne à sucre. Et donc pour alimenter la canne à sucre, on va épandre sur le sol des quantités phénoménales de produits phytosanitaires qui se retrouvent ensuite en mer et qui favorisent la prolifération des sargasses. Et en Afrique, on a une déforestation, mais là pour le coup, pas uniquement pour l'agriculture, mais aussi parce que les zones urbaines se développent massivement et les hommes rejettent dans la nature toutes sortes d'effluents qui se retrouvent en mer et qui, eux aussi, permettent la croissance des algues. On voit que tout cela n'est pas franchement rassurant. On imagine que le gouvernement détient toutes ces informations. Disons que, quand vous dites le gouvernement, l'État, de façon générale, dispose certes de ces informations, mais vous noterez que là, le problème, pour le coup, il n'est pas franco-français, il n'est même pas caribéen. Là, c'est un problème qui se développe à l'échelle du bassin atlantique. Donc, c'est au niveau du bassin atlantique. La question, c'est ça. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, on peut se contenter de ramasser les algues. Ça, c'est la solution, j'ai envie de dire, la plus basique, mais néanmoins qui est utile. Bien. Deuxième chose, c'est aller après, donc on peut les ramasser à terre, on peut les ramasser en mer. Bon, il faut d'énormes moyens. Voilà, il y a des moyens qui s'avèrent nécessaires, même si, il faut être clair, ce n'est pas simple de ramasser des algues en mer, il faut quand même être clair. Et puis, troisième solution, c'est tenter de négocier avec les pays qui sont à l'origine de ces phénomènes pour qu'ils changent leurs habitudes. Le problème, c'est que là, on est dans la haute diplomatie internationale. Et ça prendra beaucoup de temps. Et ça prendra du temps. Donc, à mon sens, la bonne formule, c'est de coupler toutes les bonnes idées et toutes les bonnes solutions. Donc certains prônent la pose de filet, d'autres le ramassage en mer, d'autres le fait de ramasser les algues très rapidement dès qu'elles arrivent à terre, c'est-à-dire ne pas attendre 48 heures pour qu'elles aient le temps de se dégrader et donc libérer de l'hydrogène sulfuré. L'idée, à mon sens, c'est de coupler toutes les bonnes idées pour lutter contre le phénomène, étant entendu que c'est un phénomène, comme vous l'avez dit de vous-même, que c'est un phénomène qui va durer, et c'est surtout un phénomène dont si vous voulez, qui est tellement particulier, donc il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de boîte à outils où on pourrait dire on va opter pour telle ou telle solution. On le voit bien, Monsieur Safache, qu'on est face à un problème de santé publique, des endroits comme le Robert, le François, Sainte-Marie, Marigot, et puis même la côte Caraïbe sont impactés par le phénomène. Là, est-ce qu'on peut dire des choses qui peuvent aller dans le sens où l'on peut rassurer la population aujourd'hui? Ce qu'il faut dire pour rassurer la population, je ne sais pas si je rassurerai la population. Une chose est sûre, c'est que tout ce qui est potentiellement possible est fait. Ça, c'est évident, puisque si l'État disposait je dirais, de la bonne idée ou de la solution, il l'aurait employée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de boîte à outils dont on sort une idée ou une bonne solution et qu'on emploie. Donc, comme vous le voyez, on fait avec ce que l'on a, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui surprend tout le monde par sa complexité, et donc on fait comme on peut, si vous voulez. Alors, on va assister forcément à et ça a déjà commencé, des personnes qui vont carrément délaisser les zones côtières. Alors, il y a déjà des personnes qui, malheureusement, face à l'ampleur du phénomène et face à ces odeurs pestilentielles, qui ont déjà déménagé, il faut le dire. Je connais des personnes qui dans les communes du François ou du Robert, sont déjà partis, c'est-à-dire ont loué leur maison ou les ont tout simplement fermées et ont déménagé. Le problème, c'est que si la crise dure, il est fort à parier. On envisage que ce soit classé comme environnement, comme problème, catastrophe naturelle. C'est-à-dire que beaucoup de personnes demandent le classement au titre donc, des catastrophes naturelles. Et c'est vrai que le phénomène, soyons francs, s'apparente quand même beaucoup à une catastrophe naturelle. Même si, en fonction de la nomenclature, ce n'est peut-être pas une catastrophe naturelle, mais en tout cas, il s'apparente énormément à une catastrophe naturelle. Parce que les populations sont durablement impactées. Et surtout, moi je voudrais insister sur un point, c'est que
surtout sur le point de la santé publique, à long terme, on ne sait pas quel impact ça aura. Parce que s'il est vrai qu'aujourd'hui, bon, les zones qui dépassent les seuils ne sont pas, on ne les retrouve pas partout, mais à long terme, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, le fait de respirer de l'hydrogène sulfuré, on ne sait pas quel impact ça aura. Si vous voulez, on ne peut pas dire ça va tuer la population, mais on ne peut pas dire non plus que ça ne le fera pas. Donc, il faut être très prudent. Merci Pascal Safache pour toutes ces précisions. Merci quant à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine en d'autres lieux pour d'autres aventures. On vous souhaite une agréable soirée sur ATV. À bientôt. Voilà pour ce JT des communes consacré au phénomène des algues sargasses. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport est un journal des sports exclusivement consacré ce soir au Tour cadet de la Martinique, le Tour international cycliste. Et ce matin se déroulait la deuxième étape, 2 tronçons. Donc un tronçon ce matin, un premier tronçon Vauclin-Cette-Anne avec une longueur de 65 km 265 où la sélection de Loire-Atlantique a remporté une deuxième victoire consécutive. Résumé de la course avec nos correspondants Marc-Olivier Drim et José Le Chertier. C'est sous des trompes d'eau que les 66 rescapés du Tour cycliste cadet quittent la commune du Vauclin avec le Mont Raquette à franchir en ce début d'étape. Dès les premiers hectomètres de cette difficulté, Nonon et Eudoxie du VCF font partie déjà des lâchés. Au sommet du Mont Raquette, le maillot jaune passe en tête. Dans la descente de Valate, Concorde du Madilina Bikers fait son festival. Il relègue à plus de 15 secondes ses poursuivants. Un peu plus loin, on retrouve le maillot jaune qui possède déjà 45 secondes de retard. Saint-Esprit, Saint-Laurent, 4 croisés. Au niveau de Fondor, le groupe des poursuivants possède 25 secondes de retard sur les coureurs de tête. De retour sur la RN5, on assiste à un premier regroupement. Rivière-Salée, Sainte-Luce. À Désert, la sélection de Guadeloupe tente plusieurs sorties sous l'impulsion de Fabien ou encore d'Agricole. Mais c'est le coureur de la sélection de la Loire-Atlantique, Guillet Lucas, qui tire son épingle du jeu. Il attaque au niveau de la pointe Borgnès.
Après la traversée du Marin, l'homme de tête met les gaz et gagne en solitaire à Sainte-Anne en un temps de 1 h 56 minutes et 51 secondes. À 36 secondes, le coureur de la sélection de la Guadeloupe, Bastaro, remporte le sprint du peloton avec tous les hommes forts. Je suis tombé après le col, après la descente, parce que je me suis pris un coéquipier et puis ça a fait un écart. Et après, en fait, je suis revenu dans le groupe le plus vite possible. Et puis après, quand je suis revenu, je savais que j'avais ma carte à jouer. Je suis sorti à 10 km de l'arrivée et puis j'ai tout donné. Mes coéquipiers ils ont bien bloqué derrière. Et puis moi, j'ai lâché les gaz jusqu'à la fin et puis je gagne et je fais qu'au double, donc c'est super. Particulièrement difficile, surtout dans Morne-Raquette, j'ai eu un petit problème, j'ai eu un coup de fringale inexplicable parce que je me suis très bien alimentée, donc je ne comprends pas. Donc j'ai essayé de récupérer en mangeant, j'ai attendu un groupe et heureusement on a pu combler avant la fin et on est arrivé dans le groupe de tête, quoi. C'était une course d'hommes forts parce que dès le départ, en effet, avec la pluie et les conditions difficiles météo plus la côte de Morne-Raquette, dès le début, les meilleurs se sont positionnés à l'avant. Ensuite, on a eu une course de costaud, mais une course très tactique car les grosses équipes étaient toutes bien représentées et le plus opportuniste l'a emporté. C'est vrai qu'à quelques kilomètres, il a su tromper la vigilance de ses adversaires et l'emporter donc en faisant coup double. Il remporte l'étape, donc doublé nantais en 2 étapes, mais surtout coup double, il prend donc le maillot. Maintenant la question est, va-t-il pouvoir le garder? Il y a encore le contre-la-montre, les adversaires sont encore en embuscade, il y a encore très peu d'écart. En tout cas, c'est une course très animée. Un premier tronçon en tout cas qui apporte tout son suspense pour la suite de la compétition. Et justement, la suite de la compétition, on l'avait entendu avec ce deuxième tronçon, ce contre-la-montre, on le sait, et Édouard Le Gaillard est donc revenu en jaune à l'issue de ce contre-la-montre. Voici le résumé tout de suite avec José Le Chertier et Marc-Olivier Dream. Cet après-midi, les coureurs ont pris part au contre-la-montre, une épreuve qui n'est pas le fort de tous les participants. Et à cet exercice, c'est Indra Fortuné du VCF qui est la première à se lancer. Deuxième meilleure femme de la compétition, Béatrice Péonet du Winner Team réalise les 8 km en un chrono de 17 minutes et 17 secondes. Elle est devancée par la sociétaire du Féroce Crédit Mutuel, Audrey Biancolin, qui elle réalise un temps de 16 minutes et 3 secondes. Si Tony Vanoni du Team Guadeloupe a longtemps tenu la place de leader en un temps de 14 minutes et 12 secondes, c'est Noé Touya-Concon du Madinina Bikers qui affiche sa détermination en passant sous la barre des 14 minutes. Il réalise un temps de 13 minutes et 58 secondes. Il est second du contre-la-montre. Piégé ce matin lors de l'étape en ligne, Ewan Le Gaillard du Madinina Bikers réalise le meilleur temps de ce contre-la-montre en 13 minutes et 43 secondes. Il refait son retard et reprend le maillot jaune avec 59 secondes d'avance sur Guy et Lucas qui fait un temps de 14 minutes et 42 secondes. J'espère pouvoir garder le maillot pour demain. C'était un très beau contre-la-montre. Franchement, je ne pensais pas pouvoir le gagner. J'ai donné tout ce que j'avais. Cet après-midi, ça a été le coup de force du Madinina, car ils ont réussi, donc après un beau tour de force et puis un chrono de très haut niveau, à reprendre à la fois la première place et la deuxième, en creusant des écarts. Et nul doute que là, les choses s'annoncent sérieuses pour demain, parce que demain, il faudra aller chercher le Madinina qui est bien positionné. Maintenant, la course va être très ouverte. Demain, le circuit est très piégeux. Demain, c'est en jaune que partira Ewan Le Gaillard. Lui et les concurrents prendront part à la dernière étape, Sainte-Anne-Saint-Esprit, un circuit où l'attention sera de mise. Voilà, c'est donc bien Erwan Le Gaillard qui est donc maillot jaune à l'issue de cette nouvelle étape du Tour cycliste international de Martinique. Avant de refermer cette édition, quelques informations pratiques, notamment avec ces travaux de fauchage sur la route nationale 6. Demain, entre 6h et 14h, la circulation sera alternée et la vitesse sera limitée à 50 km/h. La prudence est de mise. Je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Une caravane lancée par la Ligue contre le cancer. Les bénévoles de l'association ont sillonné la Martinique. Objectif, récolter des fonds pour venir en aide aux malades. Le slogan de cette manifestation,
pour vaincre le cancer. Nous sommes revenus notamment sur le marché couvert de Fort-de-France après le déménagement opéré hier pour des raisons de sécurité. Les marchands et les clients ont retrouvé un nouvel espace. Quelques aménagements sont prévus pour améliorer les conditions d'accueil. Coup de projecteur sur les talents de la clinique Saint-Paul, des salariés qui sont aussi amenés à faire découvrir leur passion partagée ce matin lors d'une journée. Nous avons pu découvrir donc les talents de ces salariés. Et puis en sport, on vient de le voir, le Tour cadet de la Martinique avec cette étape du jour, 2 tronçons au menu. Herboire Le Gaillard conserve son maillot jaune à l'issue de cette nouvelle journée. La suite demain. À suivre la météo présentée par Ruth Fortuna à 20h vendredi, tout est permis. Je vous retrouve demain avec grand plaisir.